À la une de ce journal, les FARDC continuent de grossir leur rang par le recrutement de nouveaux soldats. Des jeunes continuent à s'enrôler à l'appel du président de la République qui se trouve en ce moment au centre de formation de Kitona pour remonter le moral des troupes. Et le Premier ministre a présidé mercredi la réunion hebdomadaire de conjoncture économique tournée essentiellement sur les préparatifs des festivités de fin d'année. Pour la stabilité des prix sur le marché, le gouvernement a décidé de suspendre le contrôle économique. Et dans le monde, au Pérou, le chef de l'État est destitué et placé en état d'arrestation. Pedro Castillo a été la cible d'une procédure de destitution après avoir tenté de dissoudre le Parlement. Bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. La ferveur n'a pas baissé dans les rangs des FARDC qui continuent à enregistrer de nouvelles recrues. Le chef de l'État visite en ce moment ceux déjà inscrits au rôle. D'après la presse présidentielle, il est question de requinquer le moral des troupes dans le contexte d'agression dont est victime la RDC. C'est vers les premières heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la capitale, destination le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route de Kassangoulou, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de jouvence à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernorat. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35 heure locale que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Moanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Moanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. Vous avez suivi là l'arrivée du chef de l'État hier à Kitona, un reportage signé presse présidentielle. Et à ce sujet toujours, mais cette fois dans la partie est du pays, le premier convoi constitué de 1168 jeunes nouvelles recrues sur 5000 qui se sont fait enrôler au sein de l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu a quitté la ville de Bukavu, destination Kamina via Goma. Les autorités civiles que militaires ont salué le sens patriotique de ces jeunes qui ont répondu à l'appel de mobilisation générale lancé par le chef de l'État. La première vague constituée de 1168 jeunes, filles et garçons, qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais, a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, retenus comme liés de leur formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive des jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que les Sud-Kivusiens sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, plus que jamais déterminé à rétablir la paix dans la partie est du pays,
victimes d'agressions étrangères et au Sud Kivu en particulier. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Donc j'ai la joie et voilà, suis venu vous souhaiter bonne chance et bonne formation car dans peu de temps, vous allez porter votre tenue. Morale au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Que Dieu le bénisse car nous le portons au cœur. Et je promets que je vais défendre mon pays jusqu'à la fin. Pour rappel, ce recrutement répond donc aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au Nord Kivu, dans un point de presse animé mercredi à Goma, la jeunesse intercommunautaire a condamné le silence de la communauté internationale face à tout ce crime commis à l'est de la RDC et a appelé les Congolais à se mobiliser pour sauver le pays et de ne plus compter sur cette communauté. Nous sommes agressés et l'ennemi qui nous agresse est bien identifié, est bien localisé et il est bien connu que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et d'appeler d'abord la jeunesse aussi de s'unir derrière notre armée. Nous continuons toujours à recommander à notre gouvernement de ne pas dialoguer et de ne pas encore accepter de faire les accords avec les agresseurs. Parce que c'est à cause de plusieurs accords qui étaient faits pendant les années, depuis 1998 jusqu'à ce jour, qui continuent à nous créer des massacres, qui continuent à nous créer des conséquences que nous sommes en train vraiment de parcourir aujourd'hui. Vous savez que le moment où nous traversons, c'est le moment où nous devons nous unir autour d'une même table pour trouver une paix durable. Une paix qui cela n'est pas bénéfique, non seulement à la génération présente, mais aussi à la génération future. Et nous demandons aussi à la population de se souder, de se mettre autour d'une même table pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner des pistes et des solutions. La solution ne vient pas venir seulement au FRDC, mais nous pouvons aussi compléter les forces armées au travers des informations. Vous avez une information qui est nécessaire à livrer à la République au travers de ces forces spécialisées, notamment l'ANR, notamment les FRDC, la police, vraiment contacter les jeunes leaders, contacter les représentants des différentes structures pour faire parvenir l'information afin que cette guerre puisse, n'est-ce pas, être effacée sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies séjourne dans la capitale. Elle a été reçue par le ministre de la Défense. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dominée par l'agression du pays par le Rwanda. Les derniers développements de la situation sécuritaire dangereuse à l'est du pays, la communauté internationale refuse l'indifférence conduite par Richard Abeyeter, représentant du Canada auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une forte délégation des membres représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les membres représentants de l'Assemblée des Nations Unies sont en République démocratique du Congo pour s'enquérir auprès du gouvernement congolais de la tournure actuelle sur terrain. Au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda a éclairé leur lanterne. Le retrait des troupes de la MONUSCO n'a pas été écarté. La question concernant ce que nous aimerions que la MONUSCO ajoute à son mandat, personnellement je ne parlerai pas d'ajout, je parlerai plutôt de retour à sa mission de 2013 déclarée et qui n'a jamais été abrogée par un texte de l'ONU. Ce mandat n'a pas encore été abrogé. Ce que nous demandons, c'est que nous exhortons l'ONU, qui est l'unique garant de la paix internationale, de s'assumer et d'exécuter son mandat. Formation des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est un autre point évoqué à ces assises par les chefs de l'outil de la défense. Votre serviteur, le ministre de la Défense nationale, a élaboré et va bientôt publier une politique de la défense.
et la présence de la République démocratique du Congo au sein de la CEAE. Ici, la RDC recherche un appui et non son interposition entre le gouvernement congolais et les miliciens du M23. L'union de conjoncture économique de cette semaine était essentiellement axée sur les facilitations pour les festivités de fin d'année. Quelques mesures ont été prises, notamment la suspension de contrôle économique pour la stabilité des prix sur le marché. On voit le compte rendu de la réunion avec le ministre d'État en charge du plan Mwando Nsimba. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'Est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Voilà un peu globalement les points que nous avons touchés au courant de ce long conseil de conjoncture. Oui, la mission de contrôle telle que le Premier ministre l'avait lancée était déjà faite et en cours, ce qui a permis de stabiliser les prix au jour d'aujourd'hui. Mais le comité de conjoncture a décidé, sur proposition du Premier ministre, de renforcer ces mesures en suspendant les contrôles économiques pendant la période des fêtes pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer de faibles prix sans tracasserie. Et retournons dans le Congo central à Mwanda toujours pour évoquer ce contrat entre le ministère des hydrocarbures et le BCECO. On parle d'une somme de 10 millions de dollars de rétrocession qui vont servir au développement des communautés dans la région. Le protocole d'accord signé ce jour entre le BCECO et le ministère des hydrocarbures fait suite à la visite qu'a effectuée le directeur général du BCECO au mois d'octobre dernier, en vue de rassurer la population de Mwanda sur la disponibilité de 10 millions de dollars rétrocédés par le PERINCO, sous tutelle du ministre des hydrocarbures, dans le cadre de la paie de ses taxes. En présence de Madame Michelle Makengo, présidente de la commission de gestion des fonds du territoire de Mwanda, ces protocoles d'accord visent à reconstruire des investissements bénéfiques pour la population de Mwanda. Le numéro 1 de BCECO parle d'une gestion participative avec les bénéficiaires afin de définir les priorités. Les activités ne vont pas définies par les communautés. En fait, ça sera une gestion participative. Les priorités seront définies par les communautés et c'est sur base de ça que BCECO va pouvoir recruter les prestataires et mettre en œuvre ces activités. Cette étape franchie, la réalisation des priorités du territoire de Mwanda se dessine déjà à l'horizon, mais les prestataires doivent savoir que tout projet passera par un appel d'offres. Et au Kasaï oriental, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bipemba est fermée pour des raisons d'entretien, a annoncé mardi le gestionnaire aux compagnies d'aviation. Les commandants RVA Mbujimaï justifient cette mesure par la dégradation de cette piste vieille de plusieurs années. Les travaux ne devraient durer que quelques jours. L'administrateur de policiers du territoire de Nyiragongo, le colonel Idouma Patrick, a inauguré mercredi dans le village Mounigui l'école primaire Lève-moi. Il s'agit d'un bâtiment de 6 classes construit et équipé par Moïse Katumbi. C'est dans ces salles de classe mal construites et non équipées qu'étudiaient ces nombreux enfants, encadrés par l'orphelinat Lève-moi, situé dans le territoire de Nyiragongo. Très touché par ces conditions inhumaines dans lesquelles ces enfants étudient, Moïse Katumbi va y dépêcher son équipe pour voir comment construire des bâtiments modernes. C'est dans ce cadre que le président de Ensemble va mettre la main dans la poche pour donner les moyens. Sans tarder, les ouvriers vont se mettre à l'œuvre et dans plus de 2 mois, ce bâtiment avec 6 salles de classe sera achevé et équipé sur fonds propres du président Moïse Katumbi. C'est l'administrateur du territoire de Nyiragongo, le colonel Idouma Patrick, qui l'a inauguré en coupant les rubans symboliques. Les bénéficiaires, qui sont ces enfants orphelins, remercient Moïse Katumbi pour son grand cœur,
Cela après avoir doté encore ces mêmes orphelinats de dortoirs. Eli Mukanda, l'un des responsables de cette école, relate les conditions dans lesquelles ces enfants étudiaient avant. Pendant un moment, lorsque nous fûmes élèves, l'étiquette qu'avait notre école était Chibaché, parce que l'école était en bâche. Et nous avions comme pupitre de pierre, et l'écritoire c'était nos genoux. À remettre les clés de ce bâtiment en dur, Patrick Mundeke, conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi, a souligné que tout est parti d'un mauvais constat. Le choix est parti du constat. Le président Moïse Katumbi a remarqué que les enfants ici dormaient dehors et ils étudiaient dehors. Notons que cet établissement Lève-moi accueille 65 orphelins internes et 229 externes. Le Pérou s'est encore enlisé dans une crise politique. Le président de la République n'a pas pu empêcher son départ par la dissolution du Parlement. Les députés ont voté à une majorité écrasante sa destitution et ont placé à la tête du pays la vice-présidente Dina Boluarte. Pedro Castillo est lui placé en détention. Commentaire de Rufus Lukanga. C'est sa tentative mercredi de dissoudre le Parlement péruvien dominé par l'opposition qui a précipité sa chute. Le chef de l'État Pedro Castillo, destitué et arrêté, avait décidé cette solution pour éviter que le Parlement péruvien, visant à le destituer, la troisième en une année. Un coup de poker qui s'est retourné contre l'ancien professeur qui n'aura passé que 17 mois à la tête du pays. Par 101 voix sur 130, les congrès les démontent de ses fonctions pour incapacité morale. C'est donc la vice-présidente Dina Boluarte qui s'opposait au président depuis quelques jours en dénonçant une tentative de coup d'état de sa part et directement investie à la tête du pays latino-américain, coutumier des crises politiques. C'est jeudi. Plusieurs manifestants sont descendus dans les rues de Lima pour soutenir leur président destitué. Et pendant que ses partisans affrontent la police à coups de pavé, Pedro Castillo est entendu par le procureur. Visé par 6 enquêtes pour corruption, Pedro Castillo, 53 ans d'âge, avait l'intention de se réfugier à l'ambassade du Mexique et demander l'asile après l'échec de sa tentative de dissolution, mais il a été arrêté bien avant. Et en sport, pour terminer ce journal, la coordination de la Fédération nationale de judo organise depuis hier mercredi un séminaire de renforcement des capacités à l'attention des arbitres et entraîneurs. Ce séminaire est animé par les experts de l'Union africaine de judo en vue de permettre à la RDC d'aligner plusieurs arbitres et entraîneurs lors de 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés l'année prochaine à Kinshasa. Ce séminaire sera animé par l'expert de l'Union africaine de judo en vue de permettre aux arbitres et entraîneurs congolais d'actualiser leurs connaissances et bien prester lors de compétitions internationales. Après 5 mois d'activité, la coordination de la Fédération nationale congolaise de judo, dirigée par Maître Nico Lianza, veut donner encore plus aux judokas afin de redresser la barre de cette discipline, nonobstant quelques couacs. Tout ce que je fais, c'est parce que j'aime le judo. Les gens qui sont ici, ils aiment le judo. C'est pour l'amour du judo. Demandez à tout le monde de venir. Tout celui qui aime le judo, venez. Les portes sont grandement ouvertes. Le brevet qui sera signé là, c'est un brevet international au niveau africain. Venez. Nous allons travailler pour le judo. J'aime le dire, d'abord le judo, après le judo, après encore c'est le judo. Et dernière chose, en tout cas, nous n'allons pas échouer. Le train de judo étant en marche, Maître Nico Lianza appelle tout le judoka à l'unité pour redorer le blason terni de cette discipline. On va prendre le rappel des titres à présent. Les FARDC continuent de grossir leur rang par le recrutement de nouveaux soldats. Des jeunes continuent à s'enrôler à l'appel du président de la République qui se trouve en ce moment au centre de formation de Kitona pour remonter le moral des troupes. Et le Premier ministre a présidé mercredi la réunion hebdomadaire de conjoncture économique tournée essentiellement sur les préparatifs des festivités de fin d'année. Pour la stabilité des prix sur le marché, le gouvernement a décidé de suspendre le contrôle économique. Et au Pérou, Pedro Castillo a été la cible d'une procédure de destitution après avoir tenté de dissoudre le Parlement qui tentait de le faire tomber en raison d'accusations de corruption. La vice-présidente a été investie à la tête du pays.
Restez avec moi pour la revue de presse. Et la revue de presse, c'est avec Bédrine Kenge qui déjà m'a rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan pour Burundi. À la une de votre revue de presse, le nombre des civils congolais lâchement assassinés par les rebelles du M23 à Kishiché au Nord Kivu. Effectivement, Gaëtan, le gouvernement congolais a dans son rapport publié il y a quelques jours évoqué la mort de 300 civils et les Nations Unies ont de leur côté confirmé que 131 morts dans une enquête, à en croire le site d'information c'est-sur-c.cd, un écart qui suscite remous et beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'une façon pour la communauté internationale de banaliser ces massacres, dont la RDC continue de dénoncer et d'insister pour qu'il y ait ouverture d'une enquête internationale pour juger les auteurs de ces crimes? La question reste encore pendante, Gaëtan, qu'à cela ne tienne, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya persiste que les auteurs de ces massacres ayant endeuillé une partie du pays seront sanctionnés par la justice, précise cette fois-ci Forum des As. Le ministre de la Communication a fait cette déclaration hier à l'issue de la messe de repos aux âmes des victimes de Kishiché et s'ajoutant dans la liste de condamnations à la tragédie de cette contrée au bilan effroyable, l'Algérie a souligné l'impérieuse nécessité du respect du droit international humanitaire en toutes circonstances avant d'interpeller puissamment l'exigence de protéger les civils dans des zones de conflit, assègne politico.cd. Et dans le même ordre d'idées, RFI.fr rapporte que, craignant pour la sécurité d'autres civils restés sur place, la société civile de ce coin s'interroge encore sur le déploiement de la MONUSCO après la tuerie de Kishiché. Et contrairement à nos habitudes, Bédrine Kenge, nous allons terminer avec du sport. Ah oui, Gaëtan, parce que le lion de l'Atlas font rêver, voire constitue tout un espoir du continent africain pour la suite de la mondiale Qatar 2022 après leur victoire face à l'Espagne il y a 2 jours. La presse africaine continue d'en parler chacune à sa manière. Commençons par Wakatsera qui titre Qatar 2022, qu'est-ce qui peut encore arrêter le lion de l'Atlas? Et il en fait alors que le grand bookmaker avait sorti leur stylo et calepin pour pronostiquer la sortie des lions de l'Atlas dans ses 8e de finale, faisant de l'ogre espagnol le seul vainqueur. Romain Saïs, le valeureux et on dirait capitaine des derniers Africains encore, dont la course au trophée mondial à Qatar, et les siens ont simplement confirmé leur rang de leader du groupe F. Ils ont sorti les tripes pour maintenir l'espoir de tout un continent noir et du monde arabe en terre qatarienne. Le point.fr Afrique, de son côté, nous plonge dans l'histoire et écrit Coupe du Monde dans les rétroviseurs de 1986. Le Maroc, précurseur. Si la victoire obtenue devant l'Espagne a ouvert pour la première fois les portes d'un quart des finales du Coupe du Monde, de la Coupe du Monde au Lion de l'Atlas, elle réveille également les souvenirs d'une sélection marocaine entrée dans la légende, celle qui a permis à l'Afrique d'avoir un de ses représentants au second tour d'un mondial. C'était en 1986 au Mexique, dans cette 13e édition, le rappelle le site, où l'Argentine a triomphé en finale de l'Allemagne de l'Ouest par le score de 3-2. Le Maroc faisait sa 2e apparition en Coupe du Monde et à l'observateur Palga de conclure qu'on sera tous derrière les garçons des Regragui, s'exclame le journal, pour les pousser le plus loin possible et espérer que samedi, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, ils parviendront à briser justement le plafond de verre qui a empêché jusque-là un pays africain d'accéder au carré d'as du mondial. Merci Bédrine Kenge pour cette lecture. Merci à vous deux. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous également de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.